La France est-elle au bord de la catastrophe économique? Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, doit présenter le budget de la France avant le 1er octobre. Le défi, il est extrêmement simple, économiser entre 25 et 30 milliards d'euros chaque année sur des dépenses publiques, c'est-à-dire faire passer le déficit de 5,6% à aujourd'hui à peu près 3% à l'horizon 2029. C'est énorme. Le problème, c'est que politiquement, c'est le chaos. L'Assemblée nationale, elle est divisée, il n'y a aucune majorité. Il faut réussir à trouver un compromis entre l'austérité demandée et de l'autre côté les dépenses qui ont été promises par l'opposition. Alors, pour trouver les économies, on peut augmenter les impôts pour les plus riches, on peut optimiser le budget, on peut aussi taxer les super profits, mais pour l'instant, c'est encore flou et on n'a pas forcément d'idée de ce que pense Monsieur Barnier. Les enjeux sont juste colossaux et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Un budget non validé ou mal géré, ça peut entraîner une explosion du déficit, donc pas du tout ce qu'on veut, une explosion de la dette, une hausse des impôts pour tout le monde, une stagnation de la croissance et une diminution des investissements du public vers l'économie, donc bref, la cata. Bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour regarder les news financières de la semaine qui vient de se terminer. Peut-être l'information la plus importante, c'est la deuxième baisse de taux de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne a des taux directeurs et c'est sa principale arme pour réduire ou potentiellement laisser l'inflation faire sa vie. Quand on a une inflation trop élevée, il faut essayer de retirer de l'argent de l'économie, parce que s'il y a moins d'argent dans l'économie, c'est-à-dire que c'est moins d'argent qui seront utilisés pour acheter des biens, pour investir, bref, faire augmenter la demande et donc faire augmenter les prix et donc l'inflation, etc., etc. Et donc si la BCE augmente ses taux directeurs, eh ben, l'emprunt sera plus compliqué et donc ça veut dire que ça va retirer de l'argent de l'économie réelle pour simplifier très rapidement. On avait beaucoup augmenté les taux quand l'inflation était très élevée à la suite de la guerre en Ukraine et aussi du Covid. Et donc là, elle commence à les baisser. C'est la deuxième fois. Elle a baissé ses taux entre 25 BP et 60 BP, ça dépend des taux. Mais en règle générale, on prend le taux de dépôt comme taux directeur principal. Celui-là a baissé de 25 BP. Pour en apprendre un petit peu plus sur les différents taux directeurs, on en a trois donc. On a le taux de dépôt qui a baissé de 25 BP, c'est tout simplement quand les banques ont des liquidités, elles les déposent et elles doivent aussi les déposer à la BCE sur une durée de 24 heures, mais elles refont ça à chaque fois. Et bien évidemment, quand c'est déposé, ça rémunère. Il faut savoir que ce taux de dépôt, avant le Covid, il était négatif. Donc en fait, les banques devaient déposer leur cash à la BCE. Ce taux-là était négatif, il était aux alentours de moins 0,5. C'est-à-dire qu'ils devaient payer pour déposer de l'argent à la BCE. Et ce qui faisait qu'à ce moment-là, les banques essayaient par tous les moyens de ne pas déposer à la BCE parce que sinon elles perdaient de l'argent et donc elles essayaient de placer leur argent, par exemple sur des produits financiers. On a les deux autres taux qui sont des taux de financement-refinancement. Donc c'est les banques qui viennent emprunter de l'argent à la BCE. Et donc on a soit une durée d'un jour, donc ce qu'on appelle overnight, soit un peu plus long sur d'une semaine. Et si ces taux-là diminuent, c'est-à-dire que les banques vont emprunter moins cher, et donc que les banques aussi vont vous faire des prêts moins chers, et donc vous allez pouvoir potentiellement plus emprunter, et donc mieux se consommer, et l'économie peut repartir. Ça permet de relâcher la pression sur l'économie. Donc la BCE a baissé ses taux, et la question c'est, est-ce qu'elle va continuer? Normalement, la prochaine réunion qui se passe en octobre, elle ne devrait pas augmenter ses taux, elle devrait plutôt les augmenter en décembre. Alors la raison, elle est relativement simple. Christine Lagarde, durant la minute de la BCE, qui est en fait le discours après l'annonce du changement ou non des taux directeurs, elle a annoncé que ils attendaient les chiffres trimestriels sur l'inflation, mais aussi sur la santé économique de l'Union européenne en règle générale, pour se décider si elle allait ou non rebaisser les taux. Et si c'est trimestriel, étant donné qu'on vient de l'avoir en septembre, les prochains chiffres trimestriels seront en décembre, c'est-à-dire qu'on saute la réunion d'octobre, donc en octobre, ça devrait être normalement statu quo. De l'autre côté de l'Atlantique, on a la Fed qui va annoncer le 18 septembre sa politique de taux. Pour info, elle n'a pas encore baissé ses taux, elle est en retard par rapport à l'Union européenne, et contre toute attente, elle devrait baisser ses taux. La vraie question, c'est de savoir si elle va baisser ses taux de 25 BP, donc 0,25%, ou 50 BP, c'est-à-dire 0,50%. Son choix va
se faire en fonction des données économiques, de l'inflation qui est relativement bonne, on avait un chômage qui n'était pas forcément excellent, donc le marché oscille entre ces deux choses. Il y a à peu près une semaine, on était à 40% de chance d'avoir moins 0,50, donc 60% de chance d'avoir moins 0,25, je ne sais pas comment ça a évolué entre-temps. Mais la Fed pourrait aller un peu plus vite que l'Union européenne. Que ce soit l'évolution des taux, on se rend compte que l'or est vraiment une valeur refuge et ça ne fait qu'augmenter. Quand on a de l'inflation, en règle générale, les particuliers, les États, les entreprises, bref, tout le monde, achètent de l'or pour se couvrir de tout ce beau monde. Et normalement, dans un marché un peu classique, quand ça diminue, la pression sur l'or aussi va rediminuer, et donc on devrait avoir une stagnation de l'or, ou du moins une petite baisse. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer, on est en train de faire des ATH sur ATH, donc ça veut dire qu'on va de plus en plus haut sur la valeur du gold. Quand on regarde historiquement parlant, on était quand même assez bas en 2022, en 2019, fin 2018, on était à 1172, on est actuellement à presque 2600 donc dollars, c'est énorme, ça fait qu'augmenter. Alors la raison, c'était donc l'inflation qui a bien poussé l'achat de l'or, et deuxièmement, c'est aussi les États et les banques centrales des pays outre que l'Europe ou les États-Unis, qui achètent massivement de l'or pour essayer de se dissocier du dollar, pour être moins vassalisé ou du moins être un peu plus indépendant du dollar, et donc ils achètent beaucoup d'or, et ça explique entre autres pourquoi l'or bat des records. Jusqu'où ça ira, personne ne le sait, mais c'est vrai que la dynamique actuelle, c'est essayer de sortir du dollar, sortir un peu de cette dépendance à la croissance et au bon vouloir des États-Unis, surtout avec l'élection présidentielle qui arrive, et donc passer sur un actif comme l'or. De l'autre côté, ce qu'on appelle commodities, donc les matières premières, on a le pétrole qui, lui, a une dynamique un peu différente du gold. Le pétrole subit la faible croissance de la Chine, donc normalement officiellement à 5%, mais normalement un petit peu en dessous. On a aussi les États-Unis qui ne sont pas dans une forme prodigieuse, avec une croissance qui est relativement faible. Et donc les deux cumulés, la Chine et les États-Unis, mais aussi l'Europe, qui n'a pas une énorme croissance, fait que la demande en pétrole n'est clairement pas énorme, même si l'OPEP, donc l'organisation qui regroupe la plupart des pays qui sont producteurs de pétrole, a décidé de faire des coupes. Malgré ces coupes de production, le Brent est clairement dans une tendance baissière. Donc on a même atteint les 69, presque 68 le baril. Là on est remonté à peu près 71, 72, avec normalement un objectif de l'OPEP à 80. Donc on est dans cette tendance baissière. Si la Chine décide de faire un plan de relance, on verra le pétrole très bien remonter. Pour tout vous dire, les banques planent sur un baril à 80 à horizon 4-6 mois. Donc on a toutes les banques américaines qui pensent ça. Donc ça peut potentiellement être une idée si vous voulez faire des produits financiers sur le pétrole. Quand je vous parlais des enjeux de ce budget de Michel Barnier, c'est bien évidemment sur l'état de la dette française. La France emprunte sur les marchés à un certain niveau d'intérêt. Pareil que quand vous empruntez à la banque pour faire un achat immobilier, vous avez un intérêt qui dépend des taux actuels, qui dépend aussi de votre capacité à rembourser. Si vous avez du mal à rembourser, vous allez payer plus cher votre prêt, un peu comme les subprimes. Et donc la France emprunte sur les marchés et on peut se rendre compte un peu du rendement d'une obligation, donc d'un emprunt de la France à 10 ans. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2,84 et vous voyez bien que ça a fortement augmenté sur les dernières années. Et le problème de cette instabilité politique et du budget, c'est que ça peut faire exploser, du moins faire augmenter le rendement de l'obligation française à 10 ans, et donc que la France emprunte plus cher pour se financer, en sachant qu'on a un déficit de 5,6%, donc forcément on emprunte déjà pour se financer, et on emprunte aussi pour rembourser ses précédents intérêts. Donc on emprunte de plus en plus cher, le coût de la dette augmente, et donc ça pèse de plus en plus sur les finances publiques. C'est pour ça qu'il est important de prendre des décisions et d'avoir un bon budget. En plus de ça, mais qui est un peu en lien avec le rendement de l'obligation française, c'est les agences de notation qui sont en train de regarder très précisément l'état de la France pour voir si elles ne vont pas décider de réduire et d'abaisser la note de crédit de la France. La note de crédit, c'est tout simplement une notation qui est émise par plusieurs agences de notation qui
est un petit peu un overview de l'état financier d'un pays, de sa capacité à subir les crises, de sa capacité à avoir la croissance, à rembourser ses dettes, bref. La France, elle était très très bien, elle était double A. On est passé double A- il n'y a pas très longtemps chez S&P, qui est une des agences de notation. Donc pas forcément chez toutes les agences de notation. Et on a Standard Poor's qui est toujours et Moody's qui sont à l'affût et qui attendent le budget pour savoir si elles vont potentiellement rabaisser encore une fois le rating de la France. Le rating de la France, s'il baisse, ça veut dire que les agences de notation considèrent qu'on a moins de capacité à rembourser et donc, etc., etc., ça augmente le rendement de l'obligation française. En parlant de dette, de remboursement, d'austérité, de crise économique, on avait la Grèce, avec la crise de la Grèce en 2011, je crois, qui avait fait beaucoup de bruit. Elle avait reçu énormément d'aide de l'Union européenne et elle avait dû prendre des mesures exceptionnelles et extrêmement dures pour essayer de reprendre de la croissance, pour rembourser sa dette. Et plusieurs années après, Moody's, qui est une autre agence de notation, maintient la note en catégorie spéculative, mais la perspective devient positive. En fait, vous avez des niveaux de rating, et sur chaque niveau de rating, vous avez plutôt une vue positive, neutre ou négative. Si elle est positive, ça veut dire que si vous continuez les efforts, vous allez gagner un rang sur la notation. Si elle est neutre, on va rester à ce niveau-là. Et si elle est négative, eh ben, il y a un risque de passer à la note, au rating juste en dessous. Donc là, on est toujours sur un rating qui n'est pas forcément très joli, hein, BA1. Quand on regarde, je vous mets à l'écran les différents crédits rating qu'on peut avoir. Donc on se rend compte que BA1, c'est pas énorme, c'est assez bas. Ce n'est pas dans la catégorie investment grade, donc l'investissement de qualité, qui est minimum triple B. Mais quand même, il y a ce rating BA1 qui passe en positif, c'est-à-dire que si la Grèce continue ses efforts, eh ben, on pourrait avoir une amélioration de ce rating et donc que ce soit de plus en plus joli et que le coût de la dette pour la Grèce aussi continue à diminuer. Néanmoins, tout ça a eu d'énormes impacts sur la Grèce et vous pouvez lire à la fin de l'article que ça fait exploser le chômage, l'inflation, etc., etc. Bref, les Grecs ont beaucoup souffert de cette crise financière. Autre point assez important qui fait un peu écho avec la situation française, c'est l'âge légal de départ à la retraite qui a été augmenté en Chine. On est passé pour les hommes de 60 à 63 ans et pour les femmes de 50 à 55 ou 58 ans, ça dépend des setups. Donc c'est de se dire que dans le monde entier, la population vieillit, on a aussi de moins en moins d'enfants dans la plupart des pays et donc mécaniquement, on a besoin de travailler un peu plus tard et c'est essayer d'avoir la bonne jauge pour avoir des dépenses publiques qui sont saines, mais pas en faisant travailler les gens trop longtemps parce que ça va les épuiser et que c'est pas le but de la vie de travailler jusqu'à en mourir. Donc on a cette chose à essayer de jauger et ce sera bien évidemment un des sujets extrêmement importants du nouveau budget de Michel Barnier, l'âge de départ à la retraite. Rentrons un petit peu dans la partie corporate. On a chez Boeing une grève massive. Plus de 33 000 employés rentrent en grève chez Boeing. Alors, à la suite de pas mal de casses qu'on peut avoir chez Boeing sur les avions, sur les crashs, sur pas mal de choses, on a une énorme grève et on se rend compte que cette grève va avoir des impacts financiers extrêmement importants pour Boeing, c'est-à-dire des retards. Si c'est des retards, il va y avoir des compensations liées aux différents contrats de vente et de livraison des avions. Donc ça va peser sur l'économie de l'entreprise Boeing et cette grève-là risque très bien de faire baisser le notation de crédit de Boeing. Et on le voit dans cet article, Boeing risque de perdre son investment grade credit rating d'après Moody's qui est donc l'agent de notation. Donc il pourrait très bien passer d'investment grade, donc considérer que c'est la meilleure qualité de crédit rating à ce qu'on appelle high yield, donc la catégorie d'en dessous, ce qui fait que si Boeing voudra emprunter, elle va emprunter beaucoup plus cher et donc encore plus peser sur son économie. En tant que Français, en tant qu'Européens, on ne va pas forcément se réjouir de Boeing, mais on est très content de la très bonne santé d'Airbus. Pour ça, on est très content, on va rester comme ça.
Partons en Europe avec BMW qui a sorti un profit warning. Donc sur les marchés, si vous avez des profits, d'un chiffre d'affaires, bref, si vous avez des données financières de votre entreprise qui sont beaucoup moins bonnes que prévues, eh ben, vous émettez un profit warning. Par exemple, l'annonce des revenus de BMW sera le 6 novembre. Et ben, juste avant, quelques mois avant, ils mettent en place un profit warning pour prévenir les investisseurs que les chiffres qu'ils vont annoncer sont beaucoup moins bien que ce qui était prévu. Ça va aussi permettre de lisser l'impact que ça va avoir sur le stock de BMW, mais c'est pas forcément très rassurant. Il faut savoir qu'en 2024, Volkswagen a fait un profit warning, BMW vient d'en faire un. Il y a des rumeurs que Stellantis pourrait potentiellement faire un profit warning, et à chaque fois, c'est un très fort impact sur le cours. Au moment du profit warning de BMW, donc le 10 septembre, ça a perdu moins 11%, ce qui est beaucoup. Et quand on regarde Stellantis, qui a cette rumeur un peu de profit warning, Stellantis qui est Peugeot Citroën, ils ont aussi Jeep, bref, un très gros français, franco-italien, et qui aussi vend des pièces pour d'autres constructeurs, qui est clairement dans une trend négative. Depuis son top le 25 mars, on était à 25, là on est à 13. Et si profit warning il y a sur Stellantis, ça pourrait encore plus baisser et aller encore plus à la cave. Ces profit warning, faites bien attention, regardez-les bien, c'est potentiellement des opportunités ou non, parce qu'il faut quand même se dire que juste après le profit warning, il y a l'annonce. Alors l'annonce peut-être un peu meilleure que ce qui était prévu par ce que les gens pensaient via le profit warning, ou encore moins bien, et donc ça peut encore faire baisser. Donc faites attention à ça, et en règle générale, les automobiles européennes ne se portent pas forcément très bien du fait qu'il y a de plus en plus de régulations en Europe pour les véhicules thermiques, et en plus de ça, que la croissance en Chine est très faible, c'est-à-dire que les ventes là-bas sont très faibles, et que ça impacte les marges et les ventes de nos constructeurs européens. Donc faites attention à vous sur ça. Tous les articles présentés dans cette vidéo seront à retrouver dans le Notion qui est dans la description. Donc si vous voulez avoir une vue un peu plus globale de l'article, n'hésitez pas à aller les lire. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la prochaine review. Et la réponse, est-ce qu'on est plutôt sur une baisse de 0,25% ou de 0,50% à voir? On ne sait pas encore. La réponse le 18 septembre. Entre-temps, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve donc la semaine prochaine. À toutes.